Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les personnages qui ont vécu il y a des siècles, ils avaient les mêmes états d'âme que nous. Il y a un moment où je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est trop énorme. Et puis je vois les autres qui ont publié des choses, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et puis, finalement, si on fait chapitre par chapitre, même je dirais page par page, c'est du travail de longue haleine, mais c'est un pas devant l'autre. Et au départ, c'est vrai qu'on a un peu la tendance à voir une énorme montagne, mais tout chemin commence jamais que par un pas devant l'autre, hein. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast qui t'aide à écrire ton roman et à trouver l'inspiration chaque lundi matin. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteure, créatrice de l'école j'écris un roman.eu et passionnée de scénario, de psychologie et de fonctionnement du cerveau. Tu trouveras d'ailleurs dans les notes du podcast comment m'appeler au secours en cas de blocage. Et maintenant, installe-toi, c'est parti pour notre épisode. Hello collègue écrivain et ravi de te retrouver dans notre premier épisode interview de l'année où je reçois Nathalie Debroc, autrice de romans historiques de toutes les périodes, en tout cas de très nombreuses périodes, pleine d'énergie. Tu verras, elle va te convaincre que c'est possible d'écrire un roman historique, même si, comme tu le verras, c'est un genre très particulier où les recherches ont évidemment une place très importante. Je te laisse avec l'interview de Nathalie où nous parlons de l'écriture de romans historiques justement, des recherches, de comment créer des personnages quand plusieurs siècles nous séparent et de son dernier roman. Évidemment, et comme d'habitude, tu retrouveras dans les notes du podcast les liens pour retrouver les livres de Nathalie et en particulier son dernier livre, Le Chevalier oublié. Bonne écoute. Et on est avec Nathalie Debroc. Hello Nathalie, bienvenue dans le Café des auteurs. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je suis une ancienne journaliste. J'ai travaillé longuement à France Inter pendant beaucoup d'années. Et puis, après la radio, j'ai fait de la télévision. Et il y a eu un jour où je me suis dit, mais non, mais en fait, je préfère écrire. Et les circonstances de la vie m'ont un jour mis devant cette possibilité-là. Et je me suis lancée en ayant très peur, en croyant que le monde de l'édition et de l'écriture était d'une facilité. Et puis j'ai appris après que c'était pas du tout comme ça. Mais au départ, je croyais on envoyait quelques pages, que l'éditeur vous disait oui, et qu'après on gagnait formidablement bien sa vie. Et en fait, c'était pas tout à fait ça. Je crois que cette candeur-là est utile pour se lancer, peu importe. Et du coup, tu t'es lancée. C'était quoi ton premier roman ou tes débuts d'auteur ? Alors, c'est une super belle aventure parce que, en fait, j'ai vraiment envoyé une page à une éditrice. Je l'ai vraiment fait. Donc, avec cette fameuse candeur, hein, ce dont je parlais. Et je l'ai envoyé un mardi avec une idée de roman. Le jeudi, j'avais un coup de téléphone sur mon répondeur qui me disait de venir la semaine suivante pour un rendez-vous. Et sur la table, sur le bureau du rendez-vous, quand j'y suis arrivée, il y avait un contrat pour moi. Chose Oh. absolument incroyable. Et j'en ai reparlé après à cette éditrice qui depuis est décédée, hein. Maintenant, elle était déjà âgée. Elle m'a dit, mais j'ai pas fait ça, je ne fais jamais ça. Donc, je suis tombée pile à un moment formidable. Et je fête ça les 20 ans. C'était en 2004. Oui, je ne sais pas si ça serait encore possible, peut-être, hein, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est un roman historique ? C'était un roman, alors c'est ce qu'on appelait à l'époque un roman de terroir, je détestais l'appellation. C'était un roman historique, oui, parce que ça se passait de toute façon entre les deux guerres. Donc, qu'est-ce qu'on appelle historique? C'est tout ce qui se passe pas en ce moment, c'est tout ce qui n'est pas contemporain. On peut dire que là, je suis en train de faire un roman sur la dernière guerre 39-40, c'est historique, quoi. Voilà. Mais à la mode contemporaine dans l'écriture, mais voilà. Et est-ce que tu avais des influences particulières, que ce soit en termes de romans historiques, slash selon les différentes appellations, ou même en roman contemporain ? Alors évidemment, mais il y en avait plein dans la tête et terrible parce que du coup, on se dit mais je ne serai jamais à la hauteur. Alors ça allait de Alexandre Dumas en passant par Juliette Benzoni, en passant par tous ceux que j'admire, dont j'adore les romans historiques et je me disais mais oui, je vais jamais y arriver, mais en même temps, c'est à la fois quelque chose qui peut vraiment vous pousser et vous retenir, mais il faut quand même s'en servir.
évidemment. Voilà. Mais les influences, elles sont. Maintenant, j'ai mis tous ces livres-là, tous ceux que j'aime tellement, dans mon dos. Mm. Comme ça, ils sont là, ils veillent sur moi, mais je les ai pas devant les yeux pour ne pas être trop impressionné. Ça pourrait être intimidant, ouais. Et puis, on peut tout à fait se dire aussi, tout a été dit. Et en fait, oui, tout a été dit, mais pas à notre façon, à nous. Exactement, et c'est vrai que ça doit être un écueil, je pense, quand on se lance et qu'on se dit, moi j'ai envie d'écrire un roman qui se passe à telle période, enfin, je suis passionnée par le Moyen-Âge, etc. Puis qu'on pense à tous ces romans qui ont été écrits sur le Moyen-Âge et qu'on se demande vraiment qu'est-ce que nous on a apporté là-dedans. Je pense qu'on a un autre regard, mais il faut vraiment se le répéter, ça. Parce que je ne vais, par exemple, jamais dans une librairie quand j'écris un roman, parce que là, c'est le meilleur moyen de me décourager. Parce Hmm. que si je vois tous les livres, je me dis, bon, pourquoi en rajouter un de plus, quoi. Voilà, Il rentrera pas dans l'étagère. exactement. Est-ce que tu as des périodes, j'imagine, de prédilection? Alors, c'est vrai que j'ai des périodes de prédilection. Alors, il y a le Moyen Âge, mais je m'y connais pas beaucoup et c'est difficile de se lancer quand on s'y connaît pas beaucoup. Et donc, je travaille énormément. Les Plantagenets, par exemple. Les Plantagenets et les Tudors, ça, je raffole. Je vais réécrire sur eux, d'ailleurs. Et il y a la Révolution, ça, j'adore aussi. Et il y a la guerre de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et un petit peu le Second Empire aussi. Là, je m'y connais beaucoup plus. Mais du coup, je n'arrête pas de lire ce que font tous les autres là-dessus. Évidemment, les livres historiques, enfin, je veux dire, les outils de travail, mais aussi tous les romans. Parce que on voit ce qui a été traité, puis parfois, on a plein de renseignements qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans des archives. Et je me sers beaucoup de ça aussi. Et ça inspire aussi. Les autres nous inspirent de toute façon. Je suis une grande fanatique de Ken Follett, mais du coup, il me démoralise, lui, parce que c'est pas possible, quoi. Mais depuis qu'il a expliqué qu'il avait un staff de pas mal de monde derrière pour lui faire ses recherches, je me dis, bon, il est humain, parce que sinon, faire 3000 pages par an avec tous les renseignements, c'est pas possible. Humainement, tout seul, c'est pas possible. Donc, alors je suis obligée de réduire mes prétentions. Je ne serai jamais Ken Follett. Voilà. En même temps, Ken Follett existe déjà, et du coup, il y a toute une place à titrer pour se... Oui, oui. quelqu'un d'autre. En grande fan de Ken Follett, je ne peux qu'être d'accord avec le fait qu'effectivement, il écrit des romans historiques d'une excellente qualité, bien documentés, même si je connais pas les périodes. C'est un petit peu ce que j'allais te demander. Toi, du coup, qui n'as pas un staff pour faire les recherches, quelle part ça a dans l'écriture de tes romans? Si on dit un roman sur un an à peu près, j'ai 6 mois de doc. De C'est recherche? pratiquement Ouais. la moitié. Et après, comme je me souviens pas obligatoirement de ce que j'ai recherché, vais replonger, etc. Mais à partir de la documentation, je peux établir mon plan parce que ça va me servir de béquille pour étoffer aussi mes pages, mon histoire, etc. Mais ça prend un temps énorme, la documentation. Oui, tout à fait. Ouais, et puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut intimider aussi les auteurs en herbe, de se dire mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on peut avoir toutes les infos pour écrire le roman dans cet univers, etc. C'est exactement ce que je peux ressentir, Ingrid. Il y a un moment où je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est trop énorme. Et puis je vois les autres qui ont publié des choses, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et puis, finalement, si on fait chapitre par chapitre, même je dirais page par page, c'est du travail de longue haleine, mais c'est un pas devant l'autre. Et au départ, c'est vrai qu'on a un peu la tendance à voir une énorme montagne, mais tout chemin commence jamais que par un pas devant l'autre, hein. Hum, Donc c'est hum. ça. Mais je commence enfin à comprendre qu'il faut pas avoir trop peur et que c'est petit bout par petit bout. Ça me fait penser aux auteurs qui écrivent dans un univers imaginaire. Alors pour le coup, ils ont un peu tous les droits, donc ça relâche, je pense, un peu la pression, mais où aussi, il va falloir tout créer de A à Z, avoir les idées au clair sur des tas de notions. Finalement, ça se ressemble un peu, mais peut-être que par contre, dans ces univers imaginaires, comme ils ont tous les droits, personne ne viendra leur dire, c'est pas correct ce qui est écrit à la ligne, à la ligne 12 de la page 64, et je pense que ça peut peut-être être une pression aussi, de se dire, j'ai pas droit à l'erreur. Ah, c'est certain qu'il y a une pression. Pour le moment, je croise les doigts. Il n'y a pas eu. Alors, j'ai eu des lettres de lecteurs
Et c'était eux qui s'étaient trompés. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas bien lu, parce que non, non, j'ai vraiment dit ça. Et, mais même dans les mondes imaginaires, je dirais que si on n'a pas des fiches ou quelque chose qui aide pour dire que, mais c'est tout bête, le héros, il a les yeux marrons à la page 20 et qu'à la page 150, le regard clair, eh ben non, c'est pas possible. Ça fait partie des choses. Il faut vraiment bâtir beaucoup, beaucoup de choses en amont, je pense, pour que ça tienne la route, même dans un monde imaginaire. Je me demande même si ce monde imaginaire, il ne faut pas le construire en dehors de l'écriture. Enfin, ça dépend des gens, hein. Moi, c'est plutôt ma façon de procéder. Je fais un plan avant. Mais le monde est partagé entre auteurs qui font un plan et ceux qui n'en font pas. Moi, je suis dans ceux qui font un plan. Mais il faut déjà savoir où on va. Parce que je pense que ça peut se ressentir dans l'écriture quand c'est un peu flou. Je pense aussi, après, on a des exceptions assez incroyables, comme Joël Dicker, je crois, qui ne prépare rien du tout. Mais c'est vrai que... Ouais, il paraît. Mais alors, à voir, hein, c'est peut-être un peu romancé. Mais en tout cas, là où je te rejoins, et où je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le cas des romans historiques, c'est qu'il y avait une éditrice, justement, qui parlait des mondes imaginaires et qui disait, évidemment, qu'on ne montrera pas tout. On va explorer une toute petite partie, mais il faut savoir ce qu'on a dans nos tiroirs pour aller replonger si besoin. Et je me dis, pour toi, ça doit être également ça. C'est dans ces 6 mois de recherche, je suis sûre qu'il y a énormément qui finalement on les verra même pas en fait. Mais en fait, on sentira que je le sais. Mais j'irais même pour un personnage, mais même un personnage contemporain, mettons pas d'historique, mais un personnage contemporain, moi je peux très bien savoir ce que faisait sa grand-mère, alors que la grand-mère va jamais apparaître dans le livre. Mais du coup, ça a une façon bien plus intense d'incarner ce personnage. Il devient vraiment, il a une histoire, il a une famille, il a un contexte social, etc. Et même si je ne le dis pas, je pense que quelque part ça transparaîtra. Et c'est très bien qu'on parle de personnages, puisque c'était une de mes questions. Comment on fait pour créer des bons personnages alors qu'ils ont vécu il y a des siècles? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les personnages qui ont vécu il y a des siècles, ils avaient les mêmes états d'âme que nous. Finalement, c'est la même chose. Moi, j'adore tous les trucs historiques. Dès qu'il y a un film en costume, une série en costume, j'aime ça. Donc déjà, j'ai un amour pour eux. L'amour pour nos personnages, ça permet aussi de faire s'attacher le lecteur au personnage. S'il sent que je l'aime, il le fait aussi. Mais en fait, on a mis le décor. On a mis le décor, mettons, du Moyen-Âge, ok? On met des personnages comme quand on était petit dans les maisons de poupées, là, on les met comme on veut, mais ils sont les mêmes que nous. Les histoires d'amour, ils ont les mêmes... par exemple, les femmes ont dû se battre tout à fait différemment, c'est vraiment... Voilà, c'est autre chose, mais eux, c'est assez facile de se mettre dans leur tête. Après, adaptons-nous à toute la documentation, du coup, que j'ai pu chercher après, mais qui fait que, je sais pas, au Moyen-Âge, une femme, elle ira pas faire du vélo, certes en pantalon, ok, mais elle pensera à son amoureux de la même façon, ou voilà. Je le mets juste dans un décor différent, mais avec ce qu'on a dans la tête de la même façon. Et je pense que c'est d'autant plus puissant même de se rendre compte que malgré les siècles qui séparent, on a comme tu dis, des préoccupations qui peuvent sembler les mêmes. Ou c'est une bonne porte d'entrée pour amener le lecteur dans notre histoire. Tout à fait. Alors, ils avaient peut-être beaucoup plus à faire connaissance avec la peur du lendemain, de manger, de la violence, etc. Mais il faut s'adapter, voilà. C'est quoi un bon roman historique pour toi? C'est drôle parce que je ne sais pas si tu as lu des romans de Philippa Grigori, par exemple. Tu vois? Je vois, mais j'ai pas lu. Beaucoup sur les Tudors. Alors, c'est une Ah oui. Anglaise. C'est vraiment une historienne incroyable. Elle a écrit énormément sur les Tudors. Et je trouve que quand je commence à la lire, je relève la tête et je me dis, ah mais non, 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 je suis pas dans le palais de Whitehall. Je suis pas... C'est ça un bon roman historique, je pense. C'est que tout d'un coup, on tombe dedans et on porte les costumes et on est emporté. Mais je me demande même si c'est pas valable pour n'importe quel roman d'être emporté. On est immergé vraiment dans le roman. Et je crois aussi que c'est
par rapport à toute la documentation qu'il y a, ne pas la mettre comme si on était une maîtresse d'école. Ça, Mm. c'est insupportable. J'avais un éditeur qui un jour me dit, arrêtez de mettre vos notes comme ça en bas de page tout le temps. Vous n'êtes pas une maîtresse d'école. Oh punaise, je n'en ai plus jamais mis, ou alors vraiment quand. Mais avant, j'en mettais tout le temps. Puis on a envie de faire savoir qu'on le sait, mais non. Le Mm. truc, c'est de le saupoudrer dans le texte et de faire passer ça de façon totalement fluide et naturelle. Mais c'est un sacré boulot, hein. C'est très difficile. Mais je dirais que voilà, c'est ce qui fait un bon roman historique. Alors moi, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça se travaille tout le temps. Mais essayer de le rendre comme si comme si on était immergé dans l'époque, mais soi-même, et de le retranscrire pour les lecteurs. Sacré challenge quand même. Gros challenge, je pense qu'effectivement, comme on le disait, ça peut être intimidant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, par exemple, ta dernière sortie, comment tu l'as écrite, pour qu'on voit un petit peu si tu as toujours peut-être ces challenges-là aujourd'hui ou si ça a un peu évolué. C'est encore pire. C'est Je encore voyais venir. pire. Et j'ai de plus en plus peur au fur et à mesure. Et les challenges sont Oui, parce que la pression, elle est bien pire. Et puis là, donc j'ai sorti un livre aux éditions Palémon qui s'appelle Le Chevalier oublié. Et je me suis amusée comme une folle pour ce. Je pensais que c'était que un tome 1. Et enfin, qu'il serait tout seul. Et puis l'éditeur, ils aiment bien. Alors ils me disent, tu veux pas faire une série? Oh bah oui, j'adore, je suis contente. Mais maintenant, j'ai une pression terrible parce que ils ont beaucoup aimé le tome 1, mais pour être à la hauteur et pour entraîner le lecteur de la même façon, je trouve que les doutes, déjà en vieillissant, sont bien pires et au nombre de livres, encore pire. Hmm. Et, et puis, je pense que c'est proportionnel à l'humilité. Parce que là, on se sent de plus en plus petit. Parce qu'il y a une vraie attente du lecteur. Ils vous disent, ah bah oui, c'est quand le prochain? Et on se dit, mais est-ce qu'il va aimer? Est-ce que ceci? Il y a plein de choses qui viennent court-circuiter et qui rajoutent au challenge. Et je pensais que ça en éliminerait. En fait, c'est de plus en plus. Alors, on veut pas vous décourager, hein, bien sûr. On veut Ah ben surtout que vous non, ah écriviez ben plein de non. romans. Mais c'est vrai que je comprends un peu ce que tu veux dire aussi parce que pour avoir discuté avec pareil plusieurs personnes qui ont écrit de nombreux romans, quand il commence à y en avoir vraiment beaucoup, il y a beaucoup de effectivement de mais est-ce qu'il va plaire, est-ce que d'amis qui m'ont dit qu'on leur dit j'ai aimé celui-là mais moins que le premier que t'avais écrit que j'avais découvert, etc. Celui-là il est mieux, celui-ci le machin, Ça, etc. c'est atroce à entendre. Ça, c'est vraiment un truc atroce. Alors, au début, je me vexais. Puis je disais, j'avais vraiment envie de leur dire, oh, mais ça va, hein. Et puis maintenant, je suis lectrice moi-même. Et il y a des livres de certains auteurs que j'ai moins aimés. Alors, je n'irai jamais leur dire en face. C'est la différence. Voilà. Mais je peux le comprendre. Du coup, je suis capable, dans un salon du livre, de répondre, ah ben oui, mais c'était peut-être que ça correspondait pas à votre humeur du moment, ou c'était peut-être moins votre tasse de thé. Mais il faut, voilà, c'est comme ça c'est sûr. Il faut, de toute façon, quand on se met à écrire devant son ordinateur, je pense que le lecteur, il n'est pas en face de vous à nous, hein, on l'oublie, heureusement. Heureusement, il faut mettre juste tout son cœur et son authenticité et sa sincérité. Si on s'ennuie en écrivant un bouquin, le lecteur s'ennuiera. Ça, c'est une évidence. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer quand j'écrivais quelque chose. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit, oh, votre chapitre 5, j'ai pleuré. C'était pile là où moi j'avais pleuré. Ah. Donc, soyons nous-mêmes. De toute façon, on a que ça en magasin. Alors, hein. Donc, voilà. Et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, quoi. Ça me fait penser à un épisode de la première saison, je crois le 10e, avec Aurélie Wellenstein, qui nous disait qu'elle appliquait le conseil de Stephen King, qui était d'écrire la porte fermée et d'ouvrir après, aux autres lecteurs, aux avis, tout ça, mais d'écrire la porte fermée. Et ensuite, une fois on a un premier jet, par exemple, d'ouvrir. Oui, mais je suis d'accord, mais tu vois, j'irais même plus loin. Moi, je ne donne jamais mes premiers jets à personne. Ah ouais. J'envoie le manuscrit une fois que je l'estime terminé à l'éditeur, tu vois. Mm, Mais mm. personne ne le lit avant.
Mm. parce que je sais combien ça va me court-circuiter. Peut-être que un bêta-lecteur aurait des bons conseils, sauf qu'il me dirait, ah ben ça serait bien d'aller sur cette piste-là. Oui, sauf que c'est pas la mienne, donc je ne saurais pas le faire. C'est pas forcément évident, effectivement, parce que c'est pour ça aussi qu'en général, les conseils, c'est justement d'avoir plusieurs bêta-lecteurs, d'avoir aussi fait comme tu le dis, de surtout pas envoyer le premier jet, mais d'avoir fait une bonne réécriture aussi pour être sûr qu'on a fait le mieux soi-même. Et pour moi, la bêta-lecture vient, ouais, quand on commence à se dire j'ai besoin d'un coup de main de quelqu'un d'extérieur et qu'on n'a pas forcément un éditeur sous la main pour nous Oui, aider. oui, ça c'est vrai. C'est vrai que là, c'est des problèmes de riches que je suis en train de dire, parce que je sais que j'ai l'éditeur, effectivement, mais parce que les premiers, il y avait quelqu'un à qui je l'envoyais, même chapitre par chapitre, et qui m'a tellement aidé. Mais c'est parce que j'avais jamais écrit de roman à ce moment-là. Mm. Et donc, mais après, il y a une technique qui s'instaure, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais la technique, je l'ai, je le sais comment on fait. Mais après, mettre de l'émotion, mettre le plus, le supplément d'âme, comme on dit, voilà, c'est ce truc-là. Et est-ce qu'on l'a? Pas à tous les coups, pas à tous les coups. On a des bouquins ratés. Moi, Mm. je sais, j'en ai un et je ne dirai pas lequel, mais je sais, il est raté. Et bon, ben voilà, c'est pas. Mais il faut le savoir. Du coup, oui. Et alors, tu nous as parlé très rapidement du coup de cette dernière sortie qui est, tu me disais, au livre de poche aussi. C'est en livre de poche, oui, voilà. Et ça s'appelle donc Le Chevalier oublié. Et je me suis amusée à passer à travers les siècles d'une façon un petit peu, très peu orthodoxe. Et ça m'a beaucoup plu parce que du coup, c'est limite fantasy. Et j'avais tellement envie de ça depuis très longtemps, mais je me bridais un peu parce que je me disais, oh non, il faut être dans un moule, etc. Et puis, sachant qu'il n'y a que les tartes qui rentrent dans les moules, eh ben, peut-être que je peux, voilà, ne pas être dans ce moule-là et m'offrir ce plaisir-là. Et alors là, on passe de l'an 2000 au Moyen Âge en 1170. Voilà. Super. Et donc, mais alors, il se trouve que j'ai un ancêtre de cette époque-là qui aurait été impliqué dans l'assassinat de l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket. Donc j'avais trop envie de raconter cette histoire-là, mais je ne voulais pas tomber dans le roman purement historique parce que je suis pas historienne et que c'était trop difficile. Donc mon héroïne est au XXe siècle et elle passe au XXIe siècle et elle passe dans les siècles, mais d'une drôle de façon. Mais là, pour ça, faut le lire, quoi, pour savoir. Super, en tout cas, ça donne envie de découvrir l'histoire. Et du coup, Je c'est me un suis petit peu beaucoup amusée. Ah bah ça, Beaucoup on amusée. sent quand tu en parles Oui, que c'était. oui, oui. C'était très amusant. Et en ce moment, du coup, tu me disais que tu écrivais un roman pour le coup plus historique, je dirais. Alors oui, là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est terriblement difficile à écrire. Je n'ai jamais fait ça comme ça, jamais. C'est un homme et une femme. Elle est juive et lui ne l'est pas. Elle est cachée et lui peut aller vivre à l'extérieur. Ils sont mari et femme, donc ils se retrouvent quand même tous les soirs. Et elle est enfermée. Et alors, lui parle à la troisième personne. Il raconte les faits, la vie dehors, etc. Et elle, c'est à la première personne. Et ce sont ses états d'âme. Mais alors, c'est pas évident, les états d'âme de quelqu'un qui est enfermé 24 heures sur 24. Et il faut que je trouve de la matière, etc. Donc, c'est très difficile. Et puis, il y a quand même un précédent qui est voilà, mais c'était une jeune fille, c'était Anne Frank évidemment, donc je suis pas du tout là-dedans, mais c'est très difficile. Je trouve que la barre est très haute et en ce moment je ne regarde que des films de cette époque-là, je ne lis que des trucs, donc j'ai un moral parfois dans les chaussettes parce que c'est vraiment très dur. Et mais l'histoire vaut la peine, elle est très intense, mais jamais j'ai vécu un truc aussi difficile à faire. Mais c'est passionnant, hein, c'est passionnant. C'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais c'est un. Alors là, pour le coup, c'est un sacré challenge contre moi-même, vraiment, vraiment. Ouais, et puis c'est une période très dure aussi, où Oui, effectivement, comme tu le dis, s'immerger dedans, c'est peut-être pas ben oui, forcément. il y a des éléments qu'on n'aura jamais, par exemple la peur. Hmm. Cette peur-là, on l'a pas.
La peur qui frappe à la porte, etc. On ne l'a pas du tout, nous. Hein. Et il y a tous les détails. Bah, il faut que je sache aussi les tickets de rationnement, c'était comment. Il faut tout ça. Bah, ok, on a plein d'archives, on a plein de choses, mais il faut, comme je le disais tout à l'heure, l'introduire d'une façon naturelle. Et voilà, c'est pas simple. Ouais, et puis, enfin, oui, c'est ça, c'est-à-dire que chaque chose dont tu parles, à chaque élément là, c'est un petit peu une petite brique, mais toi, tu construis après toute l'histoire Voilà, avec. exactement, exactement. Oui, oui. Donc c'est très difficile. Ça doit être quand même assez sympa de sauter du Moyen-Âge 1100 à la Seconde Guerre Oui, mondiale, de se faire des voyages. Tu alternes mais beaucoup comme ça? c'est passionnant, j'ai une chance folle, quoi. C'est toute ma vie entière, je pense qu'à ça, en fait. Ça occupe tellement ma vie que il y a des nuits où je me réveille en ayant la phrase dont j'avais besoin. Hmm. Ça continue, le cerveau, il continue de marcher là-haut et il fait le boulot aussi et c'est assez magique quand même. Hein. On t'envie un peu de voyager dans le temps comme ça. C'est pas un truc exceptionnel, Hmm. il faut juste bosser, je dirais. Mais quand je dis juste, parfois les gens me disent, bah oui, mais j'ai pas l'inspiration. Non, j'ai pas d'inspiration non plus. Ah Je oui. viens juste m'installer à mon boulot, à mon bureau, et voilà. Et il y a toujours un mot qui en suit un autre. Je suis bien contente que tu rappelles ça parce qu'effectivement, on a souvent cette impression que les gens qui passent dans ce podcast sont frappés par le divin et l'inspiration, mais pas du tout. Mmh. Toutes les questions tournent autour de choses très concrètes, de comment on fait, de ci, de ça, parce que l'inspiration, bah oui, il y a des jours où on sera plus inspiré que d'autres, mais c'est pas un ingrédient essentiel pour écrire pour moi. Ah non, c'est même la cerise sur le gâteau, mais elle vient pas tout le temps, la cerise, cette cerise-là. Hein. Et il y a, alors je le dis souvent, je vais me répéter parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une interview, mais c'est pas grave. La différence entre les écrivains et les autres personnes, tu sais ce que c'est? Alors moi, je dirais de ne pas avoir lâché son idée de bouquin, mais c'est peut-être pas ça. C'est exactement ça, mais c'est dit de façon beaucoup plus triviale, c'est le cul sur la chaise. Ah bah oui, voilà. Voilà. J'aime Et beaucoup. c'est D'ailleurs, vrai, c'est quand on n'arrive pas à faire sa phrase, on n'a qu'une envie, c'est de se lever. Ben non, il faut s'y tenir. Alors, allez vous faire une tasse de thé ou un café, mais revenez, quoi. mm, Au mieux, ne bougez pas. C'est vraiment ça. ça me fait penser à Bob Mayer. C'est un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle un truc style écrit un roman pour la première fois, un truc comme ça. Et justement, ouais, je crois que parmi ses ingrédients du succès, il avait dit, bah, faudrait qu'il y ait une colle magique qui te colle sur la chaise. Et je crois que c'était dit de manière un peu plus vulgaire que ça, mais bon, bref, on voit Et le l'idée. cul sur la chaise, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais, C'est ouais. aussi une autrice américaine que j'adore. C'est Anne Lamotte. Mm. Et elle le dit tellement. Mais vous pourrez trouver toutes les excuses que vous voulez. J'ai ceci, j'ai une lessive, et toutes vos excuses, c'est du bullshit. Mais c'est vrai, c'est tellement ça. Et on en a des excuses, hein, plein. Mais la différence, c'est vraiment de continuer et de travailler, quoi. Et je pense que tous ces conseils-là s'appliquent d'autant plus quand, tu nous en parlais, les recherches, rien que juste de ne même pas commencer le roman, mais juste de préparer l'écriture du roman prend des mois en fait. Je pense que, on va dire peut-être qu'un ingrédient pour écrire des bons romans historiques, c'est d'être un peu patient, de se dire oui, alors effectivement la préparation est longue, mais j'y vais quoi. Oui, et puis on s'amuse quand même à fouiner dans les bouquins. Ah, puis on se dit, ah ben oui, tiens, ah oui, il s'est passé ça à ce moment-là. Ah ben je peux m'en servir dans mon bouquin. Mais du coup, alors je regarde aussi beaucoup de films et Mm. beaucoup de séries parce que ça aide, ça alimente. Mais qu'est-ce que je m'amuse, moi, à bouquiner tous mes trucs. C'est pas du travail j'allais dire, on n'est pas coincé. C'est extraordinaire de pouvoir, j'ai toute la liberté. Donc, mais effectivement, je dirais, ben oui, je bosse, quoi. Je bosse, mais aller au boulot comme si c'était un rendez-vous d'amour tous les jours, il y a pire dans la vie, quoi. Hein. C'est clair. Ça me fait penser à une question qui serait, parce que typiquement, moi je sais qu'il y a des périodes de l'histoire que j'aime énormément, mais je me sentirais pas forcément de me dire, mais est-ce que je suis capable, effectivement j'adore cette période, mais est-ce que je suis capable, bah, comme on le disait un petit peu, de tenir sur ma chaise, du début, des recherches, etc., jusqu'à la fin. Et toi tu nous disais qu'il y a des périodes que tu connais bien. Est-ce que c'est bah, de par peut-être ton métier ou pas du tout, c'est juste vraiment de la passion, toutes les recherches que tu as pu faire?
C'est vraiment parce que j'ai lu plein de choses avant, et puis parce qu'il y avait des périodes oui, qui me passionnaient, c'est souvent les périodes assez tragiques quand même. La terreur, par exemple, je suis passionnée par cette période-là. Mais quand tu disais, est-ce que je suis capable? Bien sûr que tu l'es, parce que c'est juste, bah, tu vas lire un livre, puis un autre, et puis tu vas en savoir de plus en plus, et après, de toute façon, on n'est jamais capable par rapport aux autres, mais en fait, mais à notre échelle, Mm. même si c'est petit, mais on est capable quand même. Mm, Et, mm. euh, mais c'est sûr qu'il faut y ajouter un petit peu de patience aussi, et beaucoup de passion, je dirais. Ouais. Si justement tu me parlais d'une période que tu aimes bien, bah, obligatoirement, tu vas assimiler beaucoup mieux cette période puisque tu es passionné. Ça va y Mm. aller, il n'y a pas de problème. C'est clair que je pense que ça pourrait être même notre conseil numéro un pour les personnes qui hésitent peut-être. Ça serait de dire, mais si vous adorez cette période, tout ce qu'on dit là semblera facile et naturel. Et je sais Oui, que tout à fait. personnellement, justement, je me suis mis un petit peu dans la peau d'une personne comme ça, parce que pour le coup, je n'ai jamais écrit de roman historique. Moi, c'est le contraire, c'est plutôt le futur. Et justement, parce que le futur est une passion encore plus brûlante pour moi, et du coup, je n'ai aucun souci à, pareil, faire des tas de recherches sur les fusées, etc. et tout. Et je pense que partir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qui est un petit peu peut-être beaucoup, parce qu'effectivement, on n'écrit pas un roman qui se passe à la Révolution française comme un petit truc qui se passerait aujourd'hui, on va dire, en quelques pages, ou dans un univers qu'on connaîtrait extrêmement bien, puisque c'est le nôtre, etc. Mais je pense que, comme tu le dis, si on a cette passion-là, les étapes s'enchaîneront assez avec du naturel aussi, quoi. Ah ben c'est évident parce qu'on aura l'état d'esprit pour. Tu Mm. vois, tu parles du futur. Moi, je suis incapable d'aligner une ligne sur le futur. Incapable. C'est pas possible pour moi. Je ne saurais pas le faire. Et en revanche, tu me demandes un truc ben, ou sur le Second Empire ou la Terreur. Ben, normalement, j'ai toute la chronologie dans la tête. Alors, il y a des détails à vérifier, mais ça roule, quoi. Tu vois. Mm. Et parce que je suis passionnée par ça. Mais je serai jamais ni Ingrid ni Margaret Atwood, quoi, tu vois. Je sais pas faire ça. Mm. Et je trouve ça exceptionnel de le faire. Pour moi, c'est vraiment. Alors, je trouve que c'est l'exercice le plus waouh, admirable. Mais je sais pas. Ah, ok, ça, c'est mes limites. Mais si on met la passion sur un truc qu'on connaît, mais je ne sais plus qui a dit parlez de ce que vous aimez, de ce que vous savez faire. Et puis, du coup, on la transmet, notre passion. Bien sûr. Et au contraire, même même si c'est une passion un peu, c'est une période très particulière, c'est un sujet très particulier, bah plus c'est la nôtre, plus on pourra proposer notre version. C'est un petit peu ce qu'on disait au début, quand on a plein d'éléments de comparaison, de romans qui sont exceptionnels et qui se déroulent à cette période-là. Bah oui, mais nous aussi, on a quelque chose à apporter, quoi. On a quelque chose à dire. Oui, tout à fait. On a déjà beaucoup parlé, mais il y a une petite question qui m'est venue en cours de route. Où je me suis dit, mais moi, quelque chose que j'aime beaucoup, justement, c'est les dialogues, les voix, les paroles des personnages. Et je me dis, punaise, en plus, en historique, il faut que ça colle avec comment on parlait à l'époque. Est-ce que c'est un sujet pour toi? Ah, c'est un énorme sujet. Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La sorcière de Locronan. Je me suis beaucoup amusée parce que c'est au XVIIe siècle en Bretagne, l'âge d'or de la Bretagne. Et alors là, j'y suis allée dans les subjonctifs et les machins, et c'est tellement amusant. Bah, il suffit de lire un petit peu comme on parlait à l'époque, et puis ça vient un peu naturellement parce que je ne sais pas toi quand tu écris des dialogues, mais ils se parlent dans ma tête. Mhm. Donc ils le disent évidemment qu'il va pas dire Hey man quand tu vois quand au 17e. Donc faisons-nous plaisir. On a plein de modèles. Il suffit de lire un petit peu et ça vient. Les dialogues, c'est quand même un boulot compliqué parce que j'ai lu il y a pas très longtemps des dialogues. Je me suis dit mais elle l'a pas lu tout haut, celle qui a écrit Mhm. ça. Ça colle pas du tout. On parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. Si j'avais un autre conseil à donner, dites vos dialogues à voix haute. Mhm. Vraiment. Et puis voir si ça colle. Ça vous sautera aux oreilles tout de suite que ça peut ne pas coller. Parce que c'est tellement essentiel. Vous parlez pas au passé simple, par exemple. Même au Hein. Moyen-Âge. Oui, mais non, il parlait pas au passé simple. Alors, il parlait d'une très belle façon, parce que quand on lit certains trucs, on se dit, mais je suis désolée, quand il y avait un loup qui allait les attaquer, il n'allait pas employer du passé Non, simple. c'est vrai. Hein, voilà. Donc, remettons-nous dans le contexte, et encore une fois,
L'authenticité fera passer les choses. Mais oui, le dire tout haut, c'est tellement important. Et lire beaucoup de dialogues aussi, voir... voilà. C'est un conseil qu'on voit beaucoup, mais je pense qu'effectivement, il est peut-être d'autant plus applicable quand on écrit des dialogues qui nous viennent un peu moins naturellement, parce que comme on le dit, il faut que ça soit réaliste, etc., mais selon la période, quoi. C'est vrai que dans tous les cas, ça, c'est un très bon conseil. Mais alors en plus, je pense qu'effectivement, si on veut se représenter un peu à l'époque, puis comme tu dis, moi j'adore aussi voir comment on parlait à cette époque-là, quelle façon ils allaient avoir de s'exprimer, etc. Je repense à un film extraordinaire qui s'appelait Ridicule. C'est de Patrice Lecomte. Ça se passe donc à la cour avec Louis XIV, etc. Ou Louis XV, d'ailleurs, je me souviens plus. Peu importe. Ou même que la fête commence. Tout ça, ce sont des modèles à écouter et qui permettent de se plonger dans la façon de parler ou relire les liaisons dangereuses. On a tout ce qu'il faut en magasin pour ne pas se tromper. La documentation, ça sert à ça aussi. Il faut vraiment pas la dédaigner parce que... Puis on s'amuse beaucoup quand même. Hein. Voilà. Clairement, moi, j'entends ça, j'ai envie d'écrire un roman historique maintenant. C'était pas trop dans mes plans. Mais c'est vrai qu'on a en plus une réserve énorme d'inspiration, justement. Bien sûr. Ça fait beaucoup de bons conseils, en tout cas, Nathalie. Est-ce que tu en aurais un petit dernier que tu n'aurais pas encore donné pendant notre épisode? Croire en vous. Vraiment. Et croire en vous. Et on parlait beaucoup de comparaison au début. Et il y a Sainte Thérèse d'Avila qui a dit que la comparaison, c'était le diable. Donc, mettez-la de côté. Tu disais tout à l'heure, fermez la porte, effectivement. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce que vous allez beaucoup souffrir. On pleure beaucoup, mais le plaisir d'avoir pondu 1 ou 2 pages régulièrement, si possible. Ça, c'est un peu le secret. Ça aide bien. C'est un peu le secret. Mais croyez en vous, quoi, parce que c'est pas possible si vous travaillez, c'est pas possible de pas aller au bout d'un bouquin quand même. J'y suis arrivée, donc voilà. Quand j'ai fait le premier, je me suis dit, mais c'est dingue, j'en ferai plus jamais, puis j'en ai fait 20. Donc, c'est trop merveilleux comme métier, c'est le plus beau métier du monde, alors ne lâchez pas, quoi. Tenez bon. Merci Nathalie pour ces encouragements qui font vibrer déjà rien qu'à t'écouter. J'espère que ton énergie rejaillira sur les auditeurs. J'espère aussi vraiment de cœur. Hein. On mettra les coordonnées pour te retrouver, pour qu'ils te disent si tu vous as inspiré et quelle période ils ont choisi. Je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, tu nous as dit ta dernière sortie, c'est Le Chevalier oublié aux éditions Palémon. On mettra le lien également dans les notes du podcast. Encore un grand merci. Merci à toi Ingrid, c'était un super moment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine.